Bonsoir à tous et bienvenue pour la deuxième émission de la web radio du mouvement des jeunes communistes des Yvelines. Pardon. Début laborieux, dites-moi. Je suis en compagnie de Mathieu Paul Zinger, Mathieu qui est secrétaire à l'organisation des jeunes communistes des Yvelines. Mathieu, ce soir nous recevons deux invités de marque, et je crois que donc, cette émission sera sous le signe des cheminots. Tout à fait, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, comme vous l'avez certainement déjà vu sur la première émission, donc on organise cette web TV des jeunes communistes des Yvelines, y compris pour qu'on puisse avoir le temps d'échanger avec le monde du travail, les acteurs syndicaux, associatifs, politiques, dans la période de confinement qu'on est en train de vivre. Donc l'idée c'est aussi de pouvoir enchaîner, euh, de pouvoir... de pouvoir du coup se donner des éléments sur la période. Y compris, n'hésitez surtout pas à nous donner vos commentaires, vos questions sur le live Twitch pendant l'émission, puisque du coup on prendra le temps dans la mesure du possible, bien entendu, d'y répondre. Donc effectivement pour cette émission et cette deuxième émission de la Web TV, on va accueillir effectivement deux camarades syndicalistes cheminots qui sont dans les Yvelines. Et dans ce cadre-là, effectivement, on pourra discuter un petit peu c'est un petit peu laborieux ici, là, on gère les problèmes techniques. On pourra du coup discuter un petit peu de ce qui se passe au niveau des cheminots dans les Yvelines et nationalement aussi. Très bien. Et bah écoute, je te propose qu'on aille voir nos invités. Donc nous allons marquer une courte pause, le temps d'assurer qu'ils sont bien avec nous, et on se retrouve après un très très court instant. Et nous voilà de retour pour la web radio du mouvement des jeunes communistes des Yvelines. Nous sommes cette fois avec Mathieu Bolreda. Mathieu qui est le Bonsoir. secrétaire de la CGT des cheminots des Yvelines. Versailles, pardon, c'est une petite erreur dans mes fiches. Et avec Axel Persson, secrétaire de la CGT des cheminots de Trappes. Bonsoir à vous deux. Je vous Bonsoir. laisse vous Bonsoir. faire croquer par Mathieu Bolzinger qui a quelques questions, je crois, pour vous. Oui, bah déjà, bonjour à vous deux. On est très heureux quand même faut le dire, de vous accueillir parmi nous ici. Peut-être avant de commencer toute chose, est-ce que Mathieu, tu peux nous dire comment tu vas puisque tu as récemment été victime du virus. Peut-être que par ça, tu peux aussi nous dire comment ça s'est passé pour toi concrètement vis-à-vis de ta direction. On imagine que tu as fait valoir un arrêt de maladie. Et puis aussi, comment est-ce que la prise en charge par les médecins a pu être fait aussi pour ton cas. Oui, bah écoute, mon bulletin de santé, je sais pas si ça intéresse les camarades, mais oui, bah ça va mieux, je suis guéri, je pense, mais j'en ai chié, hein, j'ai pris cher pendant une grosse semaine, hein, la toux très sèche qui t'arrache les poumons, la fièvre, les douleurs, c'est un mélange entre genre un très gros rhume bien sale et une grippe bien hard, où tu es en nage toutes les nuits et tout ça. La prise en charge, bah ça c'est intéressant. N'étant pas un VIP, euh, je n'ai pas été testé puisque on ne teste que les VIP, le wouzou désinfecté ou les malades qui sont hospitalisés dans un état grave. Nous, quand on a les symptômes, on contacte le médecin vous dit, eh bien, vous avez tous les symptômes du Covid-19, donc restez chez vous, prenez du Doliprane, serrez les dents, et si vous n'arrivez plus à respirer, appelez le SAMU. Voilà ce que j'ai vécu et ce qu'à mon avis des milliers, des centaines de milliers même d'ouvriers ont dû vivre en France et dans d'autres pays d'Europe. Donc c'est absolument lamentable la situation sanitaire à ce niveau-là, en tout cas de la prise en charge des gens. Alors oui, pour répondre à ta question, bien sûr, je me suis mis en arrêt maladie. J'observe une chose quand même, hein, c'est que les jours de carence pour les arrêts maladie, vous allez voir que nous, les syndicalistes, c'est comme les communistes, on voit toujours le verre à moitié vide, nous diraient les patrons ou les politiciens. Voilà, on voit toujours tout en rouge. J'observe quand même que on a supprimé les jours de carence
tu sais, tant au régime général que dans les régimes spéciaux ou même chez les fonctionnaires, là, on a supprimé les jours de carence pour une raison très simple, c'est que les gens, par la pauvreté, même malades, ils vont au taf, en fait, pour pas perdre de l'argent. Donc, on a supprimé les jours de carence pour cette épidémie. Je pense que ça doit euh, nous parler d'autre chose, en fait. Ça doit remettre à jour notre revendication, hein, celle de la CGT, qui est celle aussi du parti et des JC, qui est la suppression de tout jour de carence en vérité. Hein. Ces jours de carence, c'est des aberrations sanitaires, hein, et c'est la meilleure manière, bien sûr, de faire en sorte que ça soit punitif et de faire que les gens malades aillent au taf, mais surtout au risque de transmettre des virus, des bactéries, alors des virus pas tous pandémiques comme celui qu'on a aujourd'hui, mais qui peuvent le devenir du coup à cause, à cause du fait que les gens ne s'arrêtent pas. Donc voilà, c'était un petit truc par rapport à ça. La situation aujourd'hui, pour nous, c'est que on est beaucoup de confinés, mais on est aussi beaucoup de cheminots qui doivent aller au taf. Et je pense qu'on va en parler un peu plus si après. Bien sûr, ouais, je te remercie pour ces premiers éléments de réponse. Peut-être du coup, pour une petite question pour Axel, y compris Mathieu a déjà commencé à donner quelques éléments dans ce sens-là. Est-ce que tu peux nous donner ton avis personnel par rapport aux mesures à prendre pour endiguer la propagation du virus, y compris au regard des mesures du confinement, compris le gouvernement en France? Je pense notamment à la casse du code du travail imposée par la loi d'urgence contre la propagation du Covid-19, donc qui a été mise en place la semaine dernière. Voilà, on voulait un petit peu savoir ce que tu en pensais par rapport à ça, Axel. Disons qu'on peut s'interroger sur le lien qui est fait par le gouvernement et le patronat entre la nécessité de combattre la pandémie et en tirer la conclusion que c'est le Code du travail qui représente que la casse du Code du travail, des conventions collectives, du Code de la fonction publique pour ceux qui sont concernés, constitue le remède, ou du moins un des remèdes pour combattre la pandémie. Enfin, il faut s'étaler dessus pour voir à quel point c'est absurde. Et en l'état actuel des connaissances scientifiques et médicales, il y a des débats qui ont lieu actuellement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a pas pour l'instant, je dis bien pour l'instant, un traitement qui est unanimement reconnu ou un vaccin. Donc c'est vrai que pour l'instant, la seule mesure qui est à notre portée, c'est en effet le confinement. Mais par contre, ça a souligné que c'est pas un confinement tel que nous on l'entendrait, puisque clairement il est interdit aujourd'hui, par exemple, de se rendre, je sais pas, dans une réunion de famille. Mais le salarié, si l'employeur a décidé de garder son entreprise ouverte, il a une obligation d'aller au travail. Donc on nous dit que on a un risque de propager le virus si on va dans des événements familiaux ou même certains enterrements. Mais par contre, on n'en aurait pas quand on rencontre les collègues, que ce soit sur un chantier ou à l'usine, ou même parfois dans certains cas au bureau, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, oui, il y a beaucoup de cols blancs qui sont en télétravail, mais on observe notamment dans les Yvelines aussi un retour au travail un peu forcé maintenant, y compris d'ingénieurs, donc des cols blancs à qui on demande de retourner, notamment à Safran, à Airbus, où ils doivent retourner au bureau pour travailler en équipe, pour relancer la production et les recherches et le travail à long terme sur site, parce qu'ils estiment que le télétravail ne permet pas de travailler en équipe notamment. Donc ça, c'est complètement absurde. Le confinement, s'il a lieu, ça doit impliquer pour nous l'arrêt de toutes les productions qui ne sont pas essentielles à la continuité sanitaire, énergétique ou alimentaire du territoire. Mais en dehors de ça, il faut évidemment que les gens restent chez eux en attendant un traitement ou un vaccin dont l'efficacité est reconnue, quoi. Alors du coup, justement, là, bon, effectivement, tu nous exposes un peu les problématiques des mesures de confinement qui ont été prises par le gouvernement ces derniers temps en général. Mais du coup, vous, en tant que cheminot, vous êtes amené à travailler dans la période, donc tous les deux en tant que conducteurs de train, si je dis pas de bêtises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe à la SNCF, comment ça se concrétise aussi un petit peu? Est-ce qu'il y a des réductions dans les flux ferroviaires? Pour quelles raisons? En tout cas, celles qui sont affichées. Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures prises à la SNCF en tant que syndicaliste sur les mesures de confinement? Et puis, y compris, n'hésitez pas à nous dire un petit peu comment ça se passe sur les mesures qui sont vraiment prises pour protéger les travailleurs au travail. Peut-être Mathieu, tu peux commencer et Axel ensuite. Je vous propose ça. Oui, alors plusieurs questions dans la question. D'abord,
la première chose, c'est que oui, nous on considère que il y a lieu que le service public du transport continue à exister, à s'exercer dans cette période, dans la période sanitaire. Voilà. Notamment, moi je suis conducteur sur la ligne C, comme tu le sais, et la ligne C dessert 25 hôpitaux, dont 5 quasiment exclusivement dédiés, en tout cas aujourd'hui, au traitement de malades du coronavirus. Donc évidemment que dans la période, il y a lieu que le service public continue à exister. Ça, c'est une première chose. Et là-dessus, nous, y compris syndicalement, on ne revendique pas l'arrêt des circulations, de ce type de circulation. Vous avez pu voir, je pense aussi, qu'il y a de nouvelles circulations qui ont été mises en circulation, notamment les TGV médicaux. Il y en a qui sont déjà partis de Grand Est. Il y en a un qui part d'Austerlitz demain pour envoyer des malades de zones saturées vers des zones où il y a des lits disponibles. Donc évidemment qu'on est, on est pour. Il y a aussi la question du fret. Hein. On en parle assez peu parce que le patronat et le gouvernement l'ont beaucoup détruit au profit du tout camion. Mais le fret, en termes d'approvisionnement, hein, on ne pourrait pas réapprovisionner le papier toilette manquant aujourd'hui dans les grandes surfaces s'il n'y avait pas notamment le fret. Donc c'est fondamental. Il y a un paradoxe, c'est que par ailleurs, on a mis beaucoup de temps, je trouve, beaucoup trop de temps, et ça on l'a dénoncé syndicalement, à réduire des circulations inutiles qui amenaient de l'affluence dans les gares, notamment des 17%, je crois, hein, de Parisiens qui vont dans leur datcha pour passer le confinement et qui saturaient les gares. Et donc cette migration de CSP+, qui allait se mettre au vert, à notre sens, c'était une aberration sanitaire. Donc il faut avoir du discernement là-dedans. Après, ceci étant dit, que nous, on se bat pour qu'il y ait un service public qui soit utile à la population dans cette crise sanitaire et utile pour régler la crise sanitaire, eh bien, il est évident que nous, notre travail de syndicaliste, c'est de se bagarrer pour que les cheminots puissent le faire, exercer cette mission de service public en protection. Alors, bien sûr, le télétravail pour ceux qui le peuvent, mais pour les conducteurs de train, pour les aiguilleurs, pour tous ceux qui sont en front line, eh bien, il faut qu'ils puissent être protégés. Et là-dessus, on voit qu'il y a un vrai problème, et notamment chez nous dans les Yvelines, que ce soit au dépôt de Versailles, de Trappes ou de Rambouillet, ça a été une grosse bagarre et qui n'est pas finie aujourd'hui pour que les gens puissent être protégés, pour que les cabines soient désinfectées. Et on voit qu'il y a une vraie contradiction entre la production, le besoin de profit de la boîte et la nécessité de protéger les salariés. Je donne un exemple tout simple. On réclame qu'entre chaque conducteur, la cabine soit entièrement désinfectée. Ce qui veut dire entre 5 et 15 ou 30 minutes de procédure de désinfection. Eh bien, ça pose un problème à l'entreprise. Parce que cette revendication, elle pose un problème à l'entreprise, elle se heurte à la production et au fait qu'elle veut adapter le nettoyage aux besoins de la production, alors que nous, on revendique d'adapter la production aux nécessités de nettoyage. Donc là encore, il y a lutte de classe, on le voit à un niveau, je dirais, immédiat et quotidien. Axel parlait de la question du droit du travail, etc., qui est fondamentale, qui touche tout le monde, mais là vraiment, je parle vraiment du quotidien et de ces luttes quotidiennes qu'il y a aujourd'hui, qui sont rendues beaucoup plus difficiles en plus avec ce confinement, avec le fait qu'on n'a pas le droit de se rassembler, pour des raisons évidentes d'un point de vue sanitaire, et donc évidemment, Macron en profite au niveau national pour casser le code du travail, mais les patrons en profitent aussi au niveau local pour faire passer leurs mauvais coups et faire travailler les salariés dans des conditions d'hygiène et au niveau sanitaire qui sont mauvaises, qui sont nuisibles pour eux et pour les autres. Voilà, quelques éléments. Je te remercie, Axel. Je sais pas si tu souhaites compléter un petit peu. Concrètement, comment ça se passe, c'est que la direction, elle a consenti assez tardivement d'ailleurs, hein, comme l'avait précisé Mathieu, à réduire drastiquement les circulations. Donc aujourd'hui, dans les Yvelines, notamment la ligne NEU,
il y a à peu près 20-25% des circulations habituelles qui roulent par rapport à une situation normale. Donc, ce qui se traduit par, on n'a pas de chômage partiel ou technique à proprement parler à la SNCF, puisque la SNCF s'auto-assure contre le chômage, même si là, avec les décrets qui ont été pris, elle va pouvoir bénéficier de quelques aides supplémentaires. Mais ce qui fait qu'il y a une bonne partie du personnel qui est moins utilisé, quoi. Donc, qui reste à la maison ou qui travaille moins. On est moins nombreux à être au travail. Par contre, ceux qui sont au travail, comme l'a précisé Mathieu, il y a une bagarre quotidienne sur essentiellement la désinfection du matériel et des gares qui sont clairement pas à la hauteur des mesures de prévention qu'on préconise. Et je pourrais terminer dessus, quand on compare avec ce qui s'est pratiqué, notamment dans les pays d'Asie, il y a eu face à la pandémie des stratégies différentes, des différents gouvernements. Il y en a certains qui ont confiné complètement, d'autres qui l'ont pas fait. Par contre, le dénominateur commun dans tous les pays qui ont réussi à juguler la pandémie, le dénominateur commun, c'était le nettoyage massif et régulier des installations de transport collectif, surtout là où elles étaient encore ouvertes. Et ça, c'est certainement pas le cas comme c'est certainement pas le cas qui est retenu en France, où la désinfection elle est sommaire. Et c'est pas vraiment de la faute des salariés sous-traitants du nettoyage pour leur en avoir parlé, parce qu'on leur donne une petite bouteille avec un peu de virucide, un coup de lingette, et c'est ça qu'on leur demande de faire, de passer quelques coups de lingette avec un virucide dessus dans la cabine, et une fois par jour, mais pas forcément plus. Donc c'est évidemment pas à la hauteur, et ça c'est en parlant juste des cabines de conduite, mais pour les gares et pour le matériel, pour les voyageurs, il y a encore moins en place. Donc ce n'est clairement pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire pour prévenir les risques de contagion dans les transports en commun, quoi. Ça, c'est une certitude. Ok. Juste un chiffre, si tu me permets, Mathieu, excuse-moi, juste un chiffre, mais qui est évocateur. Aujourd'hui, sur la France, si on prend les chiffres qui nous sont donnés, qui nous sont transmis, c'est pas du complotisme, les cheminots, la corporation cheminote aujourd'hui est 8 fois plus infectée que l'ensemble de la population française. Donc je dis l'ensemble de la population française, évidemment, elle est forcément de fait moins infectée que les professionnels soignants, c'est pas le débat. Et puis il s'agit pas de faire des matchs, mais en revanche, c'est évocateur. Ça veut dire que parce qu'on est en front line, il y a plus de chances effectivement d'infection, et ça veut dire aussi que le combat qu'on mène, il a un vrai sens aujourd'hui, et que c'est la question sanitaire est aussi une question de lutte de classe dans l'entreprise. La prévention, c'est une bagarre de tous les jours face à un patronat qui, eux, privilégie la réparation. Ils sont d'accord pour vous mettre en arrêt maladie, ils préfèrent ça, cotiser pour que vous soyez en arrêt maladie, plutôt que de mettre beaucoup d'argent à faire de la prévention massive, quoi. Très bien. Non, moi j'avais une petite question personnelle. On a clairement l'impression, en tout cas, pas personnelle, mais qui vient de ma propre personne plutôt. On a clairement l'impression en fait que la propagation du virus est clairement liée du coup à un manque de moyens et en fait à une casse de service public. Et c'est l'impression que ça en donne. Est-ce que vous avez aussi cette impression que justement on aurait pu éviter avec moins de casse de service public cette propagation, ou du moins en limiter la casse? Alors ma première réaction là-dessus, déjà en tant que citoyen, là, au-delà du cheminot, c'est de voir que ça fait quand même des années qu'on se bagarre et qu'on dénonce la casse de l'hôpital public. Ça, c'est une réalité. La baisse du nombre de personnel et les fermetures de lits, etc. etc. Bon. Là, on en voit la conséquence, je vais dire, dramatique. C'était la même chose pour notre service public à nous. On n'était pas prêt aujourd'hui, clairement, pour répondre à cette urgence-là. Et puis, il y a une logique de profit contre laquelle on doit se battre. Moi, j'ai vu ça m'a révolté de voir que Darmanin lance une cagnotte litchi pour soutenir l'hôpital public, alors que on supprime l'ISF, on baisse les budgets, on investit dans l'armement plutôt que dans l'hôpital public, qu'on ne combat pas la fraude fiscale, qu'il y a 52 milliards. Il existe une cagnotte qui fonctionne très bien, ça s'appelle la sécurité sociale, et j'observe que 52 milliards d'euros par an manquent à l'appel de la part du grand patronat qui est exonéré, bénéficie d'exonération de cotisations sociales. Donc oui, je pense que
les politiques libérales, autoritaires hein, d'ailleurs, hein, ça va toujours ensemble, hein, les politiques libérales de ce pays des 30, 40 dernières années, et plus spécifiquement leur accélération hein, depuis une quinzaine d'années, ont rendu le pays plus perméable au développement de telles pandémies. Vraiment. Et je pense que, en tant que militants syndicaux, mais les partis politiques progressistes de lutte, les partis de classe, doivent en prendre toute la mesure. Après cette période de confinement, il va y avoir des très très grosses bagarres à mener, pas seulement pour des questions de principe, mais on le voit dans la période, pour sauver notre peau. Eh ben, très bien, merci beaucoup Mathieu. Axel, est-ce que tu as un petit mot à dire là-dessus? Ou alors Mathieu Bolzinger, tu prends la suite. Axel, si tu as quelque chose à dire. Très rapidement, en fait, ce qu'on observe à l'hôpital public avec les conséquences qu'on connaît aujourd'hui, c'est des conséquences identiques au chemin de fer où il y a la politique de ce qu'on appelle le risque calculé, ce qui guide les décisions en matière d'investissement de la part des directions, où c'est-à-dire que clairement, les investissements coûteux massifs à long terme qui ne rapportent pas des profits à court terme sont souvent écartés ou réduits par la direction en se disant que si on rogne un peu sur la maintenance, quel est le risque qu'on prend qu'il y ait un accident et puis il pèse le pour et le contre, est-ce que ce sera plus cher de réparer des éventuelles victimes, quel est le risque que ça ait lieu, et donc ils privilégient en général donc la rentabilité plutôt des investissements à long terme. Et puis à l'hôpital, c'est ce qui se passe et c'est ce qui est dénoncé par le personnel hospitalier depuis 18 mois maintenant, et avec les conséquences qu'on connaît. Donc, au chemin de fer, la traduction, c'est des défauts de maintenance, donc dans le pire des cas, des accidents, comme il y en a eu plusieurs depuis 2013, là, depuis l'accident de Bretigny. Et à l'hôpital, les conséquences, c'est une incapacité à faire face à ce type de pandémie. Alors oui, la pandémie, je termine dessus, la pandémie en elle-même, c'est-à-dire la nature du virus qui va constituer la pandémie, est en effet imprévisible. Mais par contre, c'est bien des choix politiques qui ont mené à ce que l'hôpital soit dépouillé de ses moyens, avec les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est bien une question de choix politique, parce que le pouvoir d'État a bien fait le choix de prévoir à l'avance et de commander suffisamment d'armement, de LBD, de gaz lacrymogène sur 4-5 ans. C'est à cette échéance-là que les stocks sont constitués dans ce domaine-là. Mais par contre, quand ils constituent, par exemple, de constituer des stocks de masques ou des choses comme ça, alors le choix là a été fait clairement de vider progressivement les stocks au fur et à mesure que la péremption des produits arrivait. Et ça, c'est des choix politiques qu'il faut combattre, et les leurs sont évidemment pas les nôtres. Merci beaucoup Axel pour cette réponse. Mathieu Bolzinger, je te laisse prendre la suite avec une autre question. Oui, du coup, c'est aussi pour continuer aussi de profiter d'avoir parmi nous quand même des travailleurs de la SNCF, même si effectivement vos éclairages ils sont super intéressants sur notamment l'hôpital, etc. Et puis comment est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement fait des choix politiques de financer telle ou telle chose. Peut-être que vous pouvez nous apporter un peu votre regard sur la loi dont on parlait tout à l'heure de propagation contre le Covid-19 qui a été sortie par le gouvernement la semaine dernière, y compris, c'est quand même une loi qui amène à des reculs sans précédent, pour l'instant suspendu, à terme non définitif, mais quand même sur tout ce que permettait le code du travail en termes de sécurité pour les travailleurs. Donc on peut penser aux durées maximales de travail qui ont été repoussées à 60 heures par semaine, si je dis pas de bêtises, avec toutes les conséquences que ça peut amener en termes de fatigue au travail, de responsabilisation du travailleur dans ses tâches qu'il a à réaliser, y compris je pense que quand on est conducteur de train. Alors voilà, vous pourrez peut-être nous dire si effectivement vous êtes dans cette situation-là à la SNCF, s'il y a des cas comme ça qui se présentent dans la période. On peut aussi penser aux congés payés forcés, là, comme vous nous disiez tout à l'heure. Donc il y a du flux ferroviaire qui est moindre que d'habitude. Donc est-ce qu'il y a des travailleurs qui sont mis de côté, mis à pied avec justement l'imposition de congés payés. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu si ça se traduit d'une manière un peu frontale ou non à la SNCF? Alors, exclu pour la web radio des JC des Yvelines, aujourd'hui est tombée la directive nationale du groupe SNCF sur la question des congés, justement, où ils exigent que chaque cheminot, qu'il soit actuellement en télétravail ou qu'il soit au boulot, etc.,
que chaque cheminot doit, dans le mois d'avril, soit écouler 5 repos compensateurs, c'est dans le cadre des 35 heures, hein, c'est comme les RTT, on va dire, hein, soit donc 5 jours, soit 5 congés. Voilà. Oui, aujourd'hui la SNCF prend appui sur les ordonnances scélérates du gouvernement Macron pour s'attaquer aux 35 heures et aux congés payés, à la liberté de jour de ces congés payés à la SNCF, en obligeant les salariés à poser leur jour pendant cette période, de façon à ne pas être on va dire en chômage technique entre guillemets, même si c'est pas les mots qui sont utilisés chez nous parce qu'on est payé, mais que ça ne coûte pas trop à la boîte. Et puis surtout, et ils ne le cachent pas, pour pouvoir faire repartir l'entreprise à fond quand le confinement sera fini, sans que les gens posent des congés ou des repos compensateurs. Donc oui, aujourd'hui, cette politique-là du gouvernement, elle n'épargne pas les cheminots, elle nous touche de manière frontale, c'est une agression. On le voit que ce gouvernement qui prétend faire de l'unité nationale, hein, en disant, notamment on gèle un certain nombre de projets, etc., unité nationale, tous contre le coronavirus, eh bien, c'est servi de ce prétexte de crise sanitaire, crise qui est réelle, hein, mais il s'est servi de ce prétexte pour mettre un coin dans les droits des travailleurs. Donc, dans une période où on ne peut pas se rassembler, on ne peut pas faire de rassemblement de masse, on ne peut pas faire de manifestation, c'est particulièrement vicelard, effectivement, et ça augure de grosses bagarres à venir après le confinement. On aura besoin de se dégourdir les jambes, je pense. Justement, pour rebondir sur ce que tu dis, nous sommes en pleine période de confinement, du coup impossible d'aller dans la rue, manifester, tout ça. Quels sont, selon toi, les moyens de lutte possibles justement contre cette loi que tu nommes vicelarde et scélérate? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous a un peu coupé les pattes, hein, puisqu'on ne peut pas se rassembler et manifester. En revanche, on a toujours le droit de grève. Et aussi la possibilité de pétitionner, la possibilité. C'est pour ça que nos outils syndicaux, nos organisations ouvrières, syndicales et politiques sont fondamentales. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, ce sont nos seuls outils d'information, en fait. Et d'ailleurs, je rends hommage au boulot que vous faites, hein. Vous avez un confinement actif, hein, avec cette web radio, les JC des Yvelines. Et donc ça fait partie. Ben oui, mais je le dis, ça fait partie des outils. Mais on en a d'autres. Le syndicat aujourd'hui dans l'entreprise est le dernier espace d'information et de propagande pour arriver à. Et c'est le début de la défense, c'est le début de l'action collective. Mais on a vu, moi, en Italie récemment, il y a eu un mouvement de grève pour dire aux gens restez chez vous, en gros, pour les salariés des entreprises non essentielles, quoi. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est compliqué d'appeler à la grève dans des secteurs qui sont essentiels pour la lutte contre le virus dans le cadre de la crise sanitaire. C'est compliqué. Donc, nos moyens d'action sont très limités, mais il faut que nos outils ouvriers existent, se développent dans la période, servent de bouclier à la propagande patronale et gouvernementale et puissent, une fois que ces jours difficiles seront passés, nous permettre que ça se traduise dans des mobilisations, dans des grèves, dans la rue, où il est certain qu'on se retrouvera avec les camarades des jeunes communistes des Yvelines. Est-ce que Axel, tu avais des éléments à nous apporter sur tout ça? Oui, il y a eu des droits de retrait qui ont été exercés au chemin de fer comme dans d'autres entreprises, notamment pour obliger la direction à prendre des mesures liées à la désinfection. D'ailleurs, la désinfection insuffisante des cabines de conduite, d'ailleurs, a commencé à avoir lieu, parce qu'au début, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait même rien. Elle a commencé à avoir lieu quand il y a eu des droits d'alerte qui ont été déposés ou des droits de retrait qui ont été exercés. D'ailleurs, moi-même, je l'ai fait le lundi dernier, d'ailleurs, puisque personne n'était en mesure de dire quand est-ce que les cabines allaient être nettoyées. Et il y a aussi un autre aspect, c'est que les ordonnances
mettent pour date de fin provisoire, parce qu'il y a fort à parier qu'ils vont le prolonger, elles mettent la validité des dérogations jusqu'au 31 décembre de cette année. Donc, bien après les projections de fin de confinement qui s'établissent pour l'instant dans les projections les plus optimistes fin du mois d'avril, et puis mi-mai pour les projections les plus pessimistes. Donc il est évident que le discours qui va nous être opposé, ça va être de dire pendant la crise, il faut faire des efforts, et puis après la crise, il faut qu'on rattrape le temps perdu, et il va donc falloir charbonner, comme Mathieu le disait. Et à cette occasion-là, il va falloir qu'on s'organise et qu'on les dénonce et qu'on empêche les patrons de nuire. Mais par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que notamment les syndicats CGT locaux, même si on est confiné, bon déjà il y a encore une activité sur le terrain parce que notamment on tourne, puisqu'on dispose de cette faculté quand on est délégué de pouvoir se déplacer toujours librement. En tout cas nous à la SNCF, on n'a pas eu de problème là. Et ça nous a permis aussi de prendre des remontées de tous les collègues et intervenir sur tous ces sujets. Et par exemple, sur la question de la rémunération, si la SNCF avait appliqué la réglementation initialement prévue, il y aurait eu des pertes de rémunération très lourdes pour tous les cheminots qui n'étaient pas utilisés dans le cadre de la réduction d'activité. Or, l'intervention collective, elle a permis de, pas tout à fait, mais quasiment maintenir le niveau de rémunération tel qu'il est. Tel qu'il avait été si on avait travaillé. Donc comme quoi l'action, elle se poursuit, elle prend des formes différentes. On utilise beaucoup le téléphone, WhatsApp, les réseaux de messagerie, mais surtout on utilise le réseau de syndiqués qu'on a dans tous les services et qui nous permettent malgré tout, et on peut plutôt en être fier, d'intervenir ensemble face à la direction. Donc ça c'est plutôt un point positif. Mais en tout cas il faut absolument pas le discours politique qu'on doit tenir, c'est évidemment refuser de toute cette unité nationale derrière Macron, derrière Philippe, derrière les directions d'entreprise. Ça, c'est évidemment un discours qui nous appartient de casser et de dénoncer de manière à armer les collègues pour dire que on est peut-être confiné, mais la lutte des classes, elle n'a pas été confinée, quoi. Ok, super, merci beaucoup à tous les deux. Peut-être pour enchaîner un petit peu sur ce que vous avez commencé un peu à dire, mais effectivement, la CGT, et y compris la CGT cheminot, vous êtes acteur de grandes luttes sociales ces dernières années, et notamment ces derniers mois avec la réforme des retraites. Le gouvernement a suspendu un certain nombre de ces réformes pendant la durée de la crise sanitaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on doit garder une certaine forme, vous avez commencé à le dire, mais une certaine forme de méfiance, et y compris comment est-ce que on peut envisager un peu plus précisément, même si c'est une question qui j'imagine est un peu compliquée à poser tout de suite et y répondre tout de suite, mais voilà, l'après-confinement, quelle bataille on va avoir à mener collectivement? Oui, la méfiance, le mot est faible. Le mot est faible. Euh, c'est une vérité que nous disaient déjà Croizat et d'autres. De toute façon, dès qu'ils te donnent quelque chose, ils sont déjà en train de penser à comment ils vont le reprendre. Bon, on le voit avec la sécurité sociale, hein, on le voit là en ce moment même avec les congés payés et les 35 heures. Bon. Et c'est une musique qu'idéologiquement, ils entendent depuis longtemps. Le fait qu'il faut se réjouir, je pense, du fait que les discussions sur la loi et le vote de la loi au Parlement sur la casse des retraites et le régime universel soit suspendu, c'est une bonne chose, il faut s'en réjouir. J'entendais des gens dire oui, c'est grâce au coronavirus, c'est pas grâce au combat qu'ont mené les grévistes, faut pas déconner. Si on n'avait pas mené ce combat pendant des mois et qu'il a traîné jusqu'au moment de la crise sanitaire, il n'y aurait pas eu on n'aurait pas été dans la situation d'aujourd'hui avec une suspension. Il aurait été adopté depuis un moment déjà. Euh, mais le fait qu'il soit suspendu ne veut pas dire que ça va être enterré. On sait qu'ils vont remettre le couvert. Donc nous, il faut dès aujourd'hui se mettre dans la tête qu'il va falloir repartir au combat sur ce sujet, mais pas que. Parce que ces ordonnances, elles ne sont pas qu'un ballon d'essai. Elles ont vocation, sous prétexte d'unité nationale, à s'ancrer dans le temps et pour remettre en cause socialement nos acquis sociaux, que ce soit les 35 heures, la durée du travail, mais aussi la question des congés payés. On voit que ça fait déjà plusieurs années qu'on nous parle qu'il y a une semaine de trop, etc. etc. Axel a souligné qu'en plus, ces ordonnances, effectivement, avaient vocation à s'appliquer sur un temps long, beaucoup plus long que celui d'une maladie saisonnière. Donc on voit que le piège est derrière.
La question de l'unité nationale dont a parlé Axel est fondamentale. Aujourd'hui, on se bat contre le coronavirus, non pas dans une unité nationale avec la classe bourgeoise, mais dans le cadre d'une unité populaire pour se sauver nous-mêmes et les uns les autres. Mais ça ne veut absolument pas dire que ça gomme la contradiction de classe qu'on a vis-à-vis du grand patronat, du capital et de leur gouvernement, hein, qui est leur bras armé, et plutôt bien armé, on l'a vu, dans les dernières périodes. Et évidemment qu'il va falloir absolument se bagarrer pour que Macron n'en ressorte pas avec une légitimité qui pourrait l'amener à ancrer dans le temps la casse de ses acquis sociaux et à nous faire bouffer en troisième round cette casse de nos régimes de retraite solidaires par répartition. Merci beaucoup Mathieu. Juste avant de donner la parole à Axel, je tiens à signaler à notre chat, aux viewers, qu'ils peuvent poser des questions aussi à nos invités. On peut essayer de rendre l'émission un peu interactive. Du coup, Axel, on t'écoute pour donner ton point de vue sur la question. Désolé, ça a un peu coupé, mais je disais que tout simplement, te donner la parole pour donner. Ah, on voudrait ton avis sur la question en fait. Ouais, attends, mais en fait, ça a encore coupé, mais j'ai cru comprendre. J'en ai déduit la question, donc je vais donner la réponse en espérant que c'était la bonne question. Mais oui, sur les réformes qui sont en cours. Tu fais comme Georges Marchais. Voilà, c'est ça. C'est pas ma question, mais c'est la réponse. D'accord. Mais oui, il est évident que pour l'instant, on ne sait pas bien malin celui qui peut prédire quelle sera l'issue de cette pandémie. C'est-à-dire que le gouvernement, évidemment, c'est le pari qu'il essaye de faire, qu'il essaye de remporter, c'est que l'unité nationale paye et qu'il en ressorte renforcé, auréolé par la gestion de crise par lequel il sort par le haut, et qu'il utilise ça comme crédit politique pour reprendre les réformes, les attaques plutôt, qu'il a suspendues le temps de la crise. Et en plus, il a suspendu les réformes qu'il avait identifiées comme étant particulièrement contestées et de nature à lui porter un coup à son crédit politique. Et donc, il a ciblé évidemment celle qui est contestée depuis le 5 décembre par la grève reconductible, c'est-à-dire celle des retraites. On a pu le voir, ça ne veut pas dire qu'il a arrêté toutes les réformes ou même que le Parlement s'est arrêté, puisqu'ils ont pu faire voter leurs ordonnances qui attaquent le Code du travail sur d'autres aspects. Mais si de cette crise-là, il en ressort une maturation politique, une dénonciation du gouvernement encore plus forte, une crise de confiance dans les institutions, il sera d'autant plus affaibli pour reprendre le cours des attaques et que le jour d'après, comme il l'a dit, soit comme le jour d'avant et qu'on reprenne comme si de rien n'était le cours des attaques qu'il avait prévu. Donc c'est pour ça, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais en tout cas, nous, on a tout intérêt à évidemment dénoncer les choix politiques qui ont été opérés, que ce soit en matière de retraite, de casse des services publics, casse de l'hôpital et de casse de nos droits sociaux de manière générale, et de manière à ce que nous, on soit en meilleure position et qu'on soit le plus armé que possible pour lancer les mobilisations dès que la période de confinement sera suspendue. Mais sur la question des retraites, c'est aussi pour lui une façon de... disons, c'est un peu un prétexte, parce que d'un point de vue technique, on l'a vu, il peut réunir le Parlement et poursuivre. C'est un coup politique qu'il fait de suspendre les retraites pour essayer de gagner de l'adhésion un peu plus large qu'il a déjà dans la population. Nous, il faut qu'on le prenne comme ça et dire que il a calé sur la réforme des retraites, et une fois que la période de confinement elle est terminée, il va falloir qu'on règle nos comptes, que ce soit sur les retraites, sur l'hôpital, et qu'on poursuive l'offensive et qu'on l'élargisse par rapport à ce qu'on avait réussi à construire le 5 décembre. En tout cas, c'est dans cet état d'esprit-là que j'espère qu'on peut orienter l'action politique et syndicale dans les mois à venir. Ok, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. J'ai pas nécessairement de questions à poser en plus. Je sais pas si vous avez peut-être un mot ou deux à rajouter pour terminer cette petite interview. Allô, Oui. Ça vous laisse sans voix. Vraiment, on est content. L'émission est tellement bien que ça coupe un peu, mais ce que j'aurais envie à dire, je l'avais déjà dit un peu avant, c'est que cette période de confinement, elle met bien en lumière l'antagonisme de classe qui existe. Ils les mettent de façon encore plus crue, les antagonismes de classe qui structurent la société, où le choix qui est clairement fait, c'est est-ce que c'est nos vies ou est-ce que c'est leur profit? C'est en ces termes-là que la question elle est posée, et évidemment les réponses selon le camp social dans lequel on se situe n'est pas la même, quoi. Et c'est un des enseignements de cette crise, et j'espère que
c'est cette conclusion-là qui va être tirée par la grande majorité de notre camp social. Merci. Mathieu, un petit mot de la fin? Oui, un petit mot. Écoutez, moi d'abord, vraiment, je vous tire le chapeau parce que c'est quand même un beau boulot ce que vous faites, ce que vous faites en général, mais là, dans cette période aussi, c'est pas. Enfin voilà, c'est une belle idée que vous avez. Ça nous Faut touche, vraiment merci. continuer comme ça. Et puis vraiment, moi, le message ouais, que je veux donner, c'est ça. On vit une période qui est compliquée, une période qui est difficile, dans laquelle on a un peu les mains liées pour se défendre face aux mauvais coups. Mais il faut jamais tomber dans l'illusion de l'unité nationale. Au final, on n'aura jamais les mêmes intérêts que nos patrons et leur gouvernement. Et d'ailleurs, même leur masque, leur vernis d'unité nationale et de ne se concentrer que sur le sujet sanitaire, ils craquent tous les jours. On le voit très très bien. Et donc, il va vraiment falloir que on, on soit capable de se protéger. Protégeons-nous, mettons-nous tous en sûreté, protégeons-nous, protégeons nos proches, euh, gardons des forces et investissons à fond nos outils du mouvement ouvrier, que ce soit le syndicat de classe et les partis de lutte de classe, parce qu'on a encore des très gros combats à mener pour se défendre, mais pour conquérir aussi. Eh ben, merci beaucoup Mathieu Bolreda pour ces beaux mots de la fin. Merci aussi Axel. Donc Axel, toi tu es, je le rappelle, secrétaire de la CGT des cheminots de Trappes. Mathieu Bolreda, toi tu es donc secrétaire de la CGT des cheminots de Versailles. On vous remercie. On marque une très courte pause, le temps de dire au revoir à nos invités. Je vous rappelle aussi que c'est une émission que vous pouvez retrouver en replay sur la chaîne YouTube du mouvement des jeunes communistes des Yvelines. On marque une très courte pause, je vais y arriver, et on se retrouve tout de suite après. Et bonsoir à tous, nous sommes de retour pour la suite et la fin de notre émission, de notre web radio du mouvement des jeunes communistes des Yvelines. Je suis toujours en compagnie de mon acolyte Mathieu Bolzinger, qui est secrétaire à l'organisation des jeunes communistes des Yvelines. Donc Mathieu, je crois que l'émission touche donc bientôt à sa fin. On a peut-être une conclusion. Oui, c'est quelques petits mots quand même pour vous dire à ceux qui nous écoutent en live ou en replay qu'on reste connectés. N'hésitez vraiment pas à nous rejoindre sur nos comptes Facebook, Twitter, Instagram dans la période, puisque du coup vous aurez les différentes informations pour les prochaines émissions de la web radio. On organise aussi des formations théoriques, interactives qui ont du sens aussi dans la période pour toujours avoir des nouveaux éléments en tête, des nouveaux outils pour comprendre le monde et la société. Donc on le fait via un Discord aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous sur nos réseaux. On est amplement disponible dans cette période de confinement pour ouvrir le débat, pour discuter ensemble et s'apporter toujours plus d'éléments pour réfléchir ensemble et bien entendu envisager la suite, puisque le confinement va bien prendre fin à un moment ou l'autre. Et il faudra bien que, comme le disaient Mathieu et Axel tout à l'heure, il va bien falloir qu'on sache un petit peu comment est-ce qu'on bataille à la suite de cette situation qui est quand même assez exceptionnelle. Petit rappel quand même pour vous proposer, puisque je l'avais déjà fait dans la première émission, mais d'aller voir le film La Grève, disponible sur la chaîne YouTube de la télé des cheminots CGT, qui retrace en fait les batailles des cheminots du printemps 2018 et qui termine sur la bataille de la réforme des retraites qui a débuté en décembre dernier. Donc voilà, dans la période, c'est super intéressant de voir un petit peu comment les cheminots aussi ont agi pour défendre le service public et puis du coup par la suite notre système de retraite. Peut-être pour terminer, vraiment sur un dernier petit mot, surtout en vous présentant la prochaine émission qui est déjà en préparation. Cette émission, elle aura pour sujet et thématique les questions de solidarité, y compris des associations, des grandes associations françaises qui travaillent à la solidarité, comme par exemple le Secours Populaire, la Croix-Rouge, etc. Donc on devrait avoir
un intervenant du Secours populaire des Yvelines qui nous permettra un petit peu de décrypter la situation du Secours populaire en question, mais aussi des associations, des grandes associations de solidarité sur comment est-ce qu'ils arrivent à mener leurs actions en ce moment, quelles utilités elles ont. Donc on vous laisse nous suivre sur les réseaux pour qu'on puisse vous donner la date et les précisions de ce prochain rendez-vous. Dans tous les cas, pour terminer vraiment, la situation montre que le capitalisme n'est pas un système viable, encore plus dans cette période de confinement, comme le disaient Mathieu et Axel tout à l'heure. Soyons solidaires, soyons révolutionnaires. Eh ben, merci beaucoup Mathieu pour ces mots de la fin. Une petite pensée à tous les camarades cheminots, du coup on pense bien à eux, avec comme on a reçu quand même 2 secrétaires de CGT. On peut penser aussi aux camarades qui sont en situation de confinement, seuls, et on espère que l'émission peut leur apporter un petit peu de compagnie. Voilà, merci à vous. C'était la 2e émission de la web radio des jeunes communistes des Yvelines. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver cette émission sur la chaîne YouTube du mouvement des jeunes communistes des Yvelines. Et n'oubliez pas que malgré tout, la lutte continue. Passez une bonne soirée.